Donc ouais, la petite semaine du 3, là on tourne pour le 3 juillet. Donc la petite semaine qui s'est passée en fin juin. Il y a eu le CEO récemment, il y a eu pas mal de choses, il y a eu des tournois, il y a eu plein de trucs, donc ce sera intéressant d'en parler. Voilà, on va commencer par le petit mème du jour, on va même commencer par deux mèmes d'ailleurs. Le premier, voilà. C'est une manière comme une autre de cacher son stick pour éviter que le gars regarde les boutons. Tu vois, t'es déguisé en train, tout va bien, tu vois. Et on a eu pire hein, comme accoutrement. Évidemment, on a eu Freezer hein, qui a joué à Marvel vs Capcom 3 dans un précédent Evo. On a eu le fameux joueur de manette de Guitar Hero qui a modé une manette de Guitar Hero pour pouvoir jouer à si je me trompe pas, une Niel à l'époque, ou une Ist. Enfin, ça revient au même, hein, c'est une scène dans Night in Birth. Donc on a toujours ces pépites-là dans les tournois. Et c'est super intéressant parce que ça, c'est le genre de choses qu'on voit nulle part ailleurs. Donc ça, c'est vraiment propre à la FGC et propre au jeu de combat. Donc je suis très content là-dessus. On a eu aussi l'anniversaire d'un personnage extrêmement attendu de Street 6. Si elle vient, c'est Makoto. Beaucoup de gens la veulent sur Street 6, beaucoup de mes connaissances, beaucoup de gens sur Reddit. Mais la petite vidéo est très drôle, je vais la mettre en grand écran pour vous. Et là c'est le cadeau, elle saute. Elle a vécu sa journée. Et elle pense à Street Fighter après, pendant les couchers, forcément, ouais. Ah là là. Le gars qui a fait la vidéo est un monstre. C'est super drôle. Et c'est fait pour le tournoi c'est fait pour le tournoi. Non, c'est pas fait pour un tournoi, c'est fait pour l'anniversaire de Makoto qui a eu lieu hier, je crois. Je ne me trompe pas. Donc voilà. C'est le genre de truc qu'on voit, qu'on aime voir. Et on va parler d'un sujet important qui est ceci. L'Evo, pour l'Evo 2024, a traditionnellement, maintenant depuis un bout de temps ils le font, mis le leaderboard le classement en fait des nombres de joueurs qui participent à leur tournoi. Déjà, première chose, c'est la toute première fois qu'un tournoi comme l'Evo, ou un tournoi tout court de ce qu'ils appellent e-sport ou jeux vidéo compétitif comme vous voulez, dépasse les 10 000 entrants. On a 10 000 entrants uniques pour l'intégralité des tournois, ce qui est très lourd. Je vous parle de cette photo là parce qu'on aura beaucoup de choses à vous dire. Évidemment, Street Fighter, The King, toujours là-haut, avec ses 5000 participants. Tekken 8 qui est juste derrière avec 4006, qui pourrait atteindre les 5000 assez facilement. Guilty Gear Strive qui est vieux de 2 ans comparé à Street Fighter 6 et Tekken 8, qui a encore du gros chiffre. Puis après Grand Blue, alors Street Fighter 3 First Strike qui dépasse les 1000 euros, pardon, qui dépasse les 1000 participants. Ça c'est quand même exceptionnel. Et l'un des sujets principaux dont on va parler, c'est ça. C'est Mortal Kombat 1. Qu'est-ce qui se passe? Mortal Kombat 1 est le jeu de combat le plus vendu au monde derrière Smash Bros. D'accord? Donc on devrait s'attendre à des chiffres faramineux comme ceux de Tekken ou ceux de Guilty Gear même. Et ben non. Mortal Kombat se fait battre par Under Night in Birth et par First Strike en matière de player attendees ou de joueurs participants à l'Evo. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire énormément. Ça veut parler, ça va parler du soutien aux développeurs, de ce qui a été dit, de ce qui a été lancé. Et il y a un fan en particulier, un fan de très longue date, fan et joueur évidemment, joueur compétitif même, un joueur compétitif qui a été sponsorisé et qui a été très bon, qui est Tom Brady, donc MK Tom Brady. Ce gars-là, il fait partie des seuls, si ce n'est le seul, à avoir resté dans la communauté compétitive depuis les jeux 2D
donc de 92 à environ 97-98, les jeux 3D à partir de Mortal Kombat 4 jusqu'à Mortal Kombat Armageddon, et les jeux NRS à partir de Mortal Kombat 9, et maintenant Mortal Kombat 1 qui s'est précédé avant de Mortal Kombat 11. Et il l'annonce, c'est sa dernière vidéo qui va parler de Mortal Kombat sur sa chaîne. C'est sa dernière. Donc le créateur de contenu, il n'est pas aussi connu que d'autres créateurs de contenu sur NRS, mais quand même quelqu'un qui a toujours été extrêmement passionné par la scène de Mortal Kombat, se dit c'est bon, j'arrête de jouer à Mortal Kombat 1 et j'explique pourquoi. Je vais pas vous repasser l'intégralité de la vidéo parce qu'elle dure une demi-heure, mais c'est déjà première chose, dès que vous passez les 14e ou les 15e minutes, là on entend Uncle Tom Brady hurler comme jamais. C'est goulu à entendre. C'est beau, c'est magnifique. Cette rage, ce désespoir qu'il a envers la licence, c'est assez beau à voir. Le truc, c'est que il s'est plaint de beaucoup de choses. Il a mélangé pas mal de sujets. En parlant des créateurs de contenu qui créent beaucoup de contenu sur NRS et qui amalgament des millions de vues et des milliers, si ce n'est des centaines de milliers d'abonnés, qui ont traité la licence comme étant un cash grab plutôt qu'une véritable licence qui pourrait aimer eux en tant que joueurs. Ils ont il a parlé aussi de la scène compétitive, d'une comparaison qu'il y a entre Street Fighter et Tekken, du fait que le jeu est toujours interdit à la vente sur pas mal de pays, dont le Japon d'ailleurs, qui est le pays des jeux de combat par excellence. C'est eux qui les ont inventés. Enfin, c'est eux qui les ont inventés. C'est eux qui ont inventé le principe des jeux de combat tel qu'on le connaît depuis Street Fighter 2. Il y a eu des jeux de combat, bien avant Street Fighter 2 évidemment. Et ça n'empêche pas en fait, malgré le fait que ce soit uniquement une scène principalement connue dans le monde dans le monde occidental, d'être quand même extrêmement populaire dans ce monde-là et de plomber les ventes des autres jeux de combat tout confondus. Le truc, c'est qu'il parle de Western Audience beaucoup, mais malheureusement, quand il parle de Western Audience, il ne parle que de l'Amérique du Nord. Il ne parle pas de l'Europe. Et l'Europe est un cas intéressant pour Mortal Kombat, vu qu'il n'y a pas réellement de scène compétitive à proprement parler sur la FGC. On le voit très peu en offline. Et on voit très peu de créateurs de contenu qui décident de faire de l'offline. On a beaucoup d'online, par contre, énormément d'online, surtout en ranked, surtout en Combat League, qui sont filmés par les joueurs. On a beaucoup de joueurs européens qui font d'excellents résultats, Foxy Grandpa, Video Games Yo. Reza, s'il n'a pas arrêté de jouer, je crois qu'il a arrêté de jouer pour se concentrer sur sa création de contenu. Et d'autres jeux type DBZ, des Street Fighter et ce genre de choses. Mais voilà quoi, il y a pas mal de joueurs qui excellent quand même au jeu NRS et qui le prouvent même avec Mortal Kombat 1. Et il a toujours été... Enfin, beaucoup de gens ont accusé de Tom Brady d'être toujours doom and gloom, de uniquement parler des négatifs et jamais parler des positifs. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi en fait ce sujet, même si on va pas regarder la vidéo. Parce que la vidéo en elle-même est intéressante, même s'il faut prendre avec une petite pincée de sel, parce que celui qui parle est assez salé, vu que il aime cette licence depuis 30 ans et il voit pour lui la licence se décliner en fait, se transformer en quelque chose qu'il n'aime absolument pas, et c'est pas mal à regarder et à écouter. Dans le même sujet, quelqu'un a fait un résumé très concis de pourquoi est-ce que Mortal Kombat n'est pas aussi apprécié que Street Fighter et Tekken dans la FGC. Donc il parle des animations, ça c'était le reproche que beaucoup de gens ont fait à la licence. Les animations de Tekken sont très fluides, les animations de Street Fighter le sont aussi, les animations de Tekken sont très très rapides, hachées,
Pour ceux qui aiment, c'est ok. Pour ceux qui détestent, forcément, ils vont pas aimer Mortal Kombat et ils vont pointer cette faute là-dessus. Moi, je suis du genre à dire que c'est un choix de design depuis maintenant MK9. Et ce choix de design ne va pas juste être repris et refait parce que justement beaucoup de gens gueulent sur la FGC, qui est une communauté très très réduite. Hein. C'est une communauté très très réduite par rapport au reste des gens qui jouent aux jeux de combat. J'estime à peine, et là je suis très généreux, à 2% le nombre de gens qui achètent sur 100 personnes qui achètent un jeu de combat, à peine 2, voire même moins, vont réellement s'investir dans la FGC et vont faire des tournois et vont participer dans la communauté. Et encore une fois, je suis extrêmement généreux. Je suis quasiment sûr que c'est moins pour plein de jeux de combat. Et c'est plus évidemment pour les jeux de combat un petit peu plus niche. Mais dans ce qu'on appelle le top 3, surtout en matière de vente, en matière de business, le top 3 des jeux de combat, c'est en dehors de Smash, évidemment, qui est dans une case à part, Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken. Tout le monde est plus ou moins d'accord avec ça, même s'il y a Guilty Gear qui se fraye un petit bout de chemin. Ça reste quand même le top 3 dont on attend tous. Il parle des animations qui trouvent janky, qui trouvent donc hachées, mollassonne, pas très impactante. Il parle de la présence compétitive qui est très très peu comparée justement à des licences comme Street Fighter. Ça prouve justement ces chiffres-là, qui prouvent un déclin total du nombre de chiffres, du nombre de personnages, du nombre de personnes qui sont prêts à investir autant d'argent pour aller à l'Evo, parce que ça coûte quand même énormément d'argent d'aller à l'Evo, pour participer à Mortal Kombat, comparé aux 5000 personnes qui sont allées pour Street Fighter 6. Et il parle du problème du gore, du problème de la violence entre guillemets dans Mortal Kombat, qui fait fuir pas mal de gens et qui l'empêche d'être dans le même côté mainstream qu'un jeu comme Tekken, même si Tekken est interdit au moins de 16 ans. Après, Mortal Kombat est interdit au moins de 18 ans. Enfin, déconseillé au moins de 18 ans pour la norme pays et déconseillé au moins de 16 ans pour Tekken et Street Fighter. Je crois que Street Fighter est déconseillé au moins de 12 ans, si je ne me trompe pas. Donc il y a toujours ce stigma du combat en fait qui va toujours augmenter un peu la note. On ne verra pas des jeux de combat, enfin à part Smash, on ne verra pas de jeux de combat Peggy 7 ou même Peggy 3. Là en fait il parle des critiques qu'il considère comme valides, à savoir oui, le jeu est comme ça, c'est une critique qu'on peut assumer. Et là il a cité 3 critiques invalides. Le jeu apparemment est trop rapproché par rapport aux personnes casuales, aux personnes qui jouent à peine au jeu de combat, qui achètent la galette, qui vont s'éclater dans le mode solo, peut-être faire quelques tours, peut-être faire un tour du côté des autres modes solo qui ressemblent un peu à un échiquier ou un jeu de loi du côté de MK1 et s'amuser comme ça, ajouter plein d'ennemis, d'assists, de plein de choses. Et ça rend le jeu fun. Même si MK a été définitivement fait pour les casuals, ça n'empêche pas que le jeu reste compétitif. Et ça n'empêche pas qu'il faut un excellent, très haut niveau pour pouvoir jouer de manière compétitive au jeu. Le problème aussi, enfin le problème que beaucoup de gens disent, mais qui serait un non-problème, c'est la raison pour laquelle il est différent. L'idéal combo, le fait qu'il ait un bouton de bloc, alors que la plupart des jeux de combat, surtout comme Street Fighter, Tekken, Guilty Gear, ont une garde à l'arrière, donc la garde c'est arrière, hein. Mais sur Mortal Kombat, la garde c'est un bouton. Et donc le fait que la garde soit à l'arrière, le fait qu'il y a des dial combos ne fait pas en sorte que ce soit un mauvais jeu ou le pire jeu qui existe. Parce que Tekken, même s'il a la garde arrière, a quand même des dial combos ou des strings, dès qu'on les appelle,
qui sont très très similaires au combo qu'on peut faire du côté de chez Mortal Kombat, avec les juggles et tout ce genre de choses. Et après, d'ailleurs, on parle de la viabilité du jeu, qui est un point que Tom Brady a hurlé aussi sur pas mal de choses, dont tous les points qu'il a apportés sur sa vidéo. L'un des points qu'il a réellement mis en avant à fond, c'est le fait que c'est le jeu avec le moins de différence qui existe. Mortal Kombat 1, comparé aux autres Mortal Kombat, le moins de différence qui existe entre les top tiers et les low tiers. Le moins de différence. Le problème, c'est que tous les personnages sont un peu considérés comme low tiers. Tous les personnages n'ont pas assez d'outils. Et c'est un des problèmes de NRS, c'est que NRS favorise les nerfs plutôt que les buffs. Et a tendance à faire descendre tout le monde plutôt que faire remonter tout le monde. Comparé à d'autres jeux d'autres équilibrages comme SNK, comme Arc System. Même si moi personnellement je suis assez dubitatif du fait que un bon équilibrage c'est forcément un équilibrage qui ne fait que buff les persos. Pour moi, si on buff les persos, ça polarise le jeu et ça polarise les match-ups surtout, et ça rend certains match-ups complètement inviables. Donc il y a du bon et du mauvais dans tout ça, et c'est bien résumé par Sauce Please qui a fait ce petit listing des critiques valides et invalides que pas mal de gens ont sur la licence Mortal Kombat. Pourquoi est-ce que Mortal Kombat est aussi détesté par la communauté des jeux de combat par la FGC? Ça, c'est une question qui a été dite et redite maintes fois dans le subreddit. Pas autant que quel est le rapport qu'il y a entre la communauté Smash et la FGC. C'est ça aussi, hein, il y a eu pas mal de questions là-dedans. Et on va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Mais voilà, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de haine? Alors, pas mal de gens ont pointé les mêmes erreurs qui ont été pointées par Sauce Please juste avant, dans le thread d'avant. Pareil, les animations, l'équilibrage et ce genre de choses. Pour certains, c'est juste une question de culture. La FGC a bien plus été entretenue par la culture japonaise que par la culture anglo-saxonne, on va dire, la culture américaine, plus la pop culture américaine à base de comics et ce genre de choses. Donc ça n'a pas abouti à énormément de choses non plus là-dessus. Mais voilà, ça c'est une question qui a été énormément posée et les réponses sont plus ou moins similaires, on a plus ou moins les mêmes types de débats. Le jeu est bizarre comparé aux autres, etc. Ça c'est le genre de choses qu'on entend énormément. Et même si je trouve que MK a complètement sa place dans la FGC, c'est quand même dur de convaincre des joueurs qui jouent à Street, qui jouent à Mortal Kombat, qui jouent à Guilty Gear, de laisser du temps à un Mortal Kombat comparé à d'autres jeux, parce que le jeu, pour beaucoup, surtout Mortal Kombat 1, est considéré comme pas fun à jouer à haut niveau. Donc ça c'est aussi quelque chose qui a été dit. Ça, on passe sur un autre sujet. Ça parle quand même de popularité de jeu, mais quand même, on parle là-dessus sur un autre sujet. Pourquoi est-ce que King of Fighters n'est pas populaire spécifiquement en Europe? Moi, je trouve qu'il est assez populaire pour ce qu'il est. C'est pas aussi populaire qu'un Street Fighter ou qu'un DB Fighters, qu'un Guilty Gear, qu'un Tekken, mais ça reste quand même très... la scène est marginale comparée à ces autres scènes-là, mais il ramène quand même du people quand ils font en ramener. Le Stream Monster qui a toujours des posts intéressants, des commentaires intéressants sur la communauté, dit que KOF a bien marché, surtout dans des pays et dans des zones de la planète qui n'avaient pas les moyens de se payer des consoles et qui préféraient passer directement à l'arcade. Alors que ceux qui passent directement par les jeux consoles vont s'orienter un petit peu plus vers les jeux Capcom. Ça, c'est la dichotomie qu'on a autour de Capcom contre SNK
qui fleurit un peu là-dedans depuis un bout de temps. Là, il parlait aussi un autre utilisateur parle aussi du fait que en Allemagne, les salles d'arcade étaient interdites au moins de 18 ans. Et donc, ils n'avaient jamais réellement la chance de jouer à ces jeux-là. Et alors que quand on est gosse, on a une Super Nintendo chez nous, on joue à Street Fighter et on s'en fout de ce qu'il y a sur l'arcade parce qu'on a l'arcade dans la maison et puis on s'éclate comme on peut là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, Street Fighter qui a été gros dans l'arcade mais absolument partout aussi parce qu'il a révolutionné le genre. Yeah. C'est le truc, c'est que on peut pas forcément comparer des pays comme le Mexique qui sont extrêmement populaires avec KOF comparé à des pays comme la France ou des pays comme l'Allemagne, des pays comme les États-Unis ou d'autres pays entre guillemets du Nord, ou d'autres pays de l'Ouest, d'autres pays occidentaux, qui eux ont pas eu beaucoup de fanbase là-dessus à réellement entendre parler. Quoi d'autre? Alors, ça c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que beaucoup de gens en fait confondent hitbox et hitbox. Quand on parle de hitbox, là je parle vraiment essentiellement d'un manette et pas évidemment des hitbox qu'il y a dans des jeux de combat donc, qui est la fameuse boîte où il faut frapper le personnage pour compter comme un hit. Moi je parle de la fameuse boîte qui est utilisée ce qu'on appelle aussi un leverless si on veut être un petit peu moins on dit velcro au lieu de scratch ou on dit parce qu'on ne veut pas utiliser les noms de marque et vu qu'on ne veut pas utiliser les noms de marque, il y a plein de choses qu'on évite de dire. Il y a le problème de Hitbox en tant que compagnie. Donc on parle bien de la manette Hitbox, c'est fait par Hitbox Arcade, qui a eu pas mal de problèmes dans le sens où la compagnie n'a pas eu beaucoup de fans depuis pas mal d'avancées, pas mal de coups de com qu'ils ont fait qui sont pas spécialement super judicieux. Donc on parle du fait que le produit n'est pas PlayStation 5 natif comparé à des produits concurrents, alors qu'il faut le modder pour l'avoir pour être compatible à la PS5, il faut le modder soi-même. Alors que si on prend un stick de chez Junk Food ou d'autres fabricants, il est immédiatement modé et il peut être compatible avec la PS5 sans aucun problème. Quand Street Fighter a annoncé des règles, Capcom a annoncé des règles pour Street Fighter, de la manière dont les boutons vont être réorganisés, vont être remaniés en fait sur tous les boutons de direction pour pouvoir être légal ou non. Hitbox a peu fait son gamin pourri gâté, à rouler un petit peu sur le sol et à dire ah là là, Capcom nous en veut, à nous spécifiquement, il faut qu'on arrête Capcom de faire ça, alors que tous les autres constructeurs ont dit ok, ben Capcom a décidé ça, donc on va changer les firmware et on va juste faire un update et puis c'est bon. On n'a plus besoin, on est conciliant du fait que Capcom sont les boss et qu'on arrête les frais immédiatement. Donc là-dessus, il y a d'autres options de ce qu'ils appellent les leverless controllers, donc les contrôles sans stick, juste avec des boutons sur l'intégralité du contrôle. Il y a les Mixbox, il y a les Junk Food Arcade, il y a les Snackbox, il y a plein de contrôleurs différents et variés avec plein de customisations possibles, et ça rend le marché très très compliqué pour Hitbox, même si entre guillemets ils ont inventé, alors personne n'a inventé le clavier, hein. C'est juste le fait de reprendre les touches du clavier, donc QSD et espace pour le saut, donc espace pour la touche du haut, pour le saut donc,
Et après IOP et KLM pour le reste des boutons, ou directement 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le D-pad pour le reste des boutons et le reste des attaques. Le reste des attaques sur le jeu de combat. Ça, Edox n'a jamais inventé. Donc en soi, beaucoup de choses à dire autour de la compagnie et beaucoup de choses à dire en général sur Hitbox et sur les leaderless controllers. Ça c'est un sujet qui me titille parce que oh là là, qu'est-ce que c'était bien l'époque où on passait 3 heures de notre vie à débloquer l'intégralité des persos dans Tekken 3. On devait passer par le Tekken Force pour débloquer Dr. B et par je ne sais quelle autre manipulation pour avoir Gon et refaire le mode arcade des millions de fois pour avoir l'intégralité du perso. Ah là là, c'était bien comparé à maintenant où maintenant c'est forcé d'acheter et les personnages sont lock derrière des DLC. Les gens ont peut-être oublié que quand un jeu comme BlazBlue sortait des updates, c'était pas des updates en DLC, c'était des CD entiers. Il fallait racheter le jeu entièrement pour pouvoir profiter de l'update. Il n'y avait pas d'update entre CT et entre Calamity Trigger et Continuum Shift. Il y avait un CD pour Continuum Shift. Il y avait un CD pour Continuum Shift Extend, un CD pour Chrono Phantasma et un CD pour Safran Pixel. Donc à savoir toutes les versions qui sont passées après de BlazBlue. Et Guilty Gear a fait pareil, surtout à l'époque des Guilty Gear XX. Même certains Guilty Gear XX, surtout comme Guilty Gear XX Accent Core, n'a eu qu'une version console que sur la Wii. Et il fallait attendre la version plus chère pour l'avoir sur Xbox 360 et PS3. Et encore, elle était en catimini sortie comme un mini-jeu, quoi. Et elle n'a jamais eu la popularité que le jeu a en arcade au Japon. Et on oublie aussi Street Fighter 2, qui sortait des versions comme Japan Edition, Hyper Fighting, Super Street Fighter 2, Venue Challenger et Super Street Fighter 2 Turbo, sur des PCB qui prenaient de manière entière. Tous les PCB, il fallait racheter l'intégralité du PCB pour profiter des dernières versions, des derniers personnages du jeu, et il fallait racheter Ryuken, Chun-Li, etc. En entier pour entre guillemets débloquer des personnages. Donc c'était aussi l'époque du raquage de pognon par excellence. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut personnellement, moi je trouve que le business model qu'on a maintenant au niveau des Season Pass est le meilleur business model qu'on a dans les jeux de combat. C'est le meilleur. C'est le business le plus adapté aux jeux de combat. Pas le free-to-play, pas les games as a service, pas les jeux de ce genre, même si Street Fighter 6 et Street Fighter 5 d'ailleurs ont tous les deux été designés comme des jeux à service. Le fait qu'on achète les persos quand ils viennent, moi je trouve ça fair, je trouve ça logique. Les persos ont été faits après la sortie du jeu, donc forcément ils ont un coût. Et on parle d'une licence qui peut tenir debout pendant 5-6 ans. Il y a eu 5 ans de DLC et de perso pour Street Fighter 5, 8 ans, 7 ans pour Street Fighter 4, une pelletée d'années, facilement 5-6 ans pour Tekken 7, et j'en passe et des meilleurs. Donc en matière de DLC, c'est important de quand même signaler que ça reste des persos qui ont été faits en dehors du jeu, en dehors du budget qui a été alloué pour le jeu, et qui continuent encore à sortir avec le budget. Après, il y a peut-être des micmacs qui se font entre développeurs, ça je suis pas on the know pour réellement le savoir, mais ça se fait quand même comme ça. Et c'est débattu justement, même si ça a été un petit peu publié comme une blague, c'était débattu en bas là-dessus. Donc le fait que les personnages DLC, les personnages
les personnages de genre ont quasiment aucune connexion. La connexion il n'y a pas de connexion entre débloquer des personnages et les acheter pour pas mal de gens. Et il y en a un qui dit non mais on avait quand même à acheter le jeu 3 fois pour avoir les patchs et pour avoir les nouveaux personnages. LOL. Donc c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Comme je l'ai cité sur BlazBlue, comme je l'ai cité sur Critique Serve, avec Revelator, il n'y a que à partir de Rev 2 qu'ils ont fait des patchs pour Revelator. Et donc là on pouvait acheter soit le jeu séparé, soit directement Revelator, le patch Rev 2 sur Revelator qui est installable. Donc faut savoir un petit peu ce qu'on dit, quoi. Sujet autre là-dessus, Arada qui publie un pavé énorme sur... Voilà ce que ça fait. Hein. Ça c'est Arada. Hein. C'est pas fini. Hein. Un pavé énorme sur une question qui a été posée par Jason Montoya, qui est juste là. Si Soul Calibur avait une direction aussi loyale ou long terme comme Katsuhiro Arada l'a été pour Tekken, Soul Calibur 2 aurait été un énorme succès pour la série. C'est un débat, mais Katsuhiro Arada a décidé d'y répondre avec énormément d'inside par rapport à sa place en tant que producteur, en tant qu'ancien producteur de Tekken et maintenant directeur de l'e-sport du côté de Wanalanko, si je ne me trompe pas, parce que le nouveau producteur de Tekken c'est Michael Murray. Donc il y a ça, et ça a été résumé très simplement par Mostafio qui a parlé des game mécaniques comparé au marketing, et comparé à ce que Bandai, parce que Bandai Namco, hein, c'est la même compagnie, mais ça reste quand même deux têtes différentes ont en tête pour leur truc. L'importance de certains staffs dans la franchise, une histoire bref de Project Soul et de Tekken Project, les rivalités qu'il y avait entre les deux scènes, la globalisation, les carrières de certains développeurs qui ont un petit peu changé de chemin. Arada qui est devenu le sacro-saint de Tekken, à savoir le producteur de Tekken à partir de 2010-2011, c'est là où Arada a commencé vraiment à montrer sa face, et les différences qu'il y a entre Tekken Project et Project Soul. Donc ça a été résumé assez bien. Si Soul Calibur 2 avait une directrice loyale, ouais, ça c'était encore le poste de celui qui a répondu, de celui qui a posé une question, c'est pas vraiment une question, mais qui a développé ce débat chez Arada là-dessus. Donc là-dessus, gros, je vous invite à lire, gros post sur tout ce qu'il y a à dire sur la différence entre Tekken et Soul Calibur, sur comment est-ce que les deux licences ont marché, est-ce que Soul Calibur, si Soul Calibur avait un Arada à lui, est-ce que Soul Calibur aurait été une meilleure série, est-ce que Soul Calibur 6 aurait été encore vivant avec plus de DLC, on n'en sait rien. Avec des ifs avec des si on coupe du bois. Donc là-dessus, il y a pas mal de choses à dire. Comment je switch entre les platform fighters comme Smash vers les jeux entre guillemets traditionnels, je déteste ce mot, à l'utilisation des jeux de combat, comme Street Fighter, Dragon Ball Z, MVC2, etc. Il commence par dire que les platform fighters ont une communauté assez toxique et il préfère se distancer lui-même par jouer des jeux traditionnels, entre guillemets traditionnels. Le problème c'est que la FGC peut être vachement toxique aussi, donc il risque d'échapper un trou pour s'envenimer dans un nouveau. Donc c'est pas la meilleure chose à faire.
Ouais, donc il a des choses à apprendre. Il joue à Darkstalkers Arcade et il se fait tuer par des APU level 3. Il aimerait comprendre comment ça marche. Beaucoup de gens lui ont répondu va juste t'entraîner et essaye d'avoir un fil essaye d'avoir un sentiment, une approche sur un perso que t'aimes bien, sur un style que t'aimes bien, sur ce genre de choses pour avoir ce truc-là. Mais là, le passage Platform Fighter vers jeu FGC, c'est beaucoup de sujets à la fois. Énormément de sujets à la fois. C'est pas la même chose, c'est pas joué de la même manière, c'est pas conçu de la même manière, c'est vraiment différent, et surtout avec le fait qu'il y ait de plus en plus de plus en plus de jeux Platform Fighters différents de Smash, ça a grossi encore plus la communauté et ça rend la communauté de Smash très proche de la communauté des jeux de combat, avec le fait que plein de jeux de combat sont joués en même temps par plein de joueurs différents. Donc c'est un sujet aussi très intéressant à voir, très intéressant à en parler. Et enfin, l'approche qu'il y a, ça c'est mon post, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, on va supprimer ça. Est-ce qu'il y a une approche entre pratiquer de véritables arts martiaux et jouer aux jeux de combat? Et beaucoup de gens ont dit de quoi tu parles, ça n'a strictement rien à voir. Là on parle d'un sport à proprement parler, d'un combat, on parle juste appuyer sur des boutons. De quoi tu parles, ça n'a strictement rien à voir. Et il y a des gens qui disent il y a de l'approche. Il y a de l'approche. Même moi j'ai publié un message en disant j'ai publié cette fameuse vidéo de Georges Saint-Pierre qui était dans le Joe Rogan Show et qui disait qu'il avait un de ses amis. Cette vidéo elle est juste là. Il avait un de ses amis qui calculait le nombre de frames, mais vraiment, il faisait de la frame data quoi. Il calculait le nombre de frames que tous les combattants avaient après avoir sorti un punch. Et il parle de reset time, à savoir la recovery des coups. C'est incroyable. Il connaît pas les termes, mais le fait qu'il a autant de connaissances sur la manière dont les frames marchent sur un jeu de combat juste en pratiquant son MMA, c'est absolument dingue. Et c'est de la même manière dont marche Tekken. Il y a aussi une délire de startup frame, de recovery, de genre de choses. Et même s'il n'utilise pas les mots qu'on utilise nous, ça revient exactement au même. Et il utilise les fameux frames de quand on filme en fait une image dans 24 images par seconde, on compte le nombre de frames. Ce qu'on faisait pour compter le nombre de frames dans les anciens jeux avant qu'il y avait des frames data. À savoir donc compter le nombre de frames directement sur une VHS ou filmer un coup ou enregistrer justement sur une cassette une cassette ou un DVD d'ailleurs, avant de reprendre le DVD et de regarder ce qu'on a filmé frame by frame pour calculer les frames data de chaque personnage. C'était énormément de travail et ça a été fait par pas mal de joueurs à l'époque, et c'est quand même marrant qu'on en revient en fait à ça qu'on en revient à ça, excusez-moi, et qu'on entend un champion de MMA parler de frame data alors que lui, à mon avis, n'a aucune idée de quoi il parle, mais il parle quand même de frame et de fait que Big Japan, son adversaire, un de ses plus gros adversaires, avait les punches les plus rapides, et grâce à cette connaissance, il essayait de jouer contre cette connaissance-là un petit peu en mind game pour lui faire sortir le plus de jabs possible, le rendre extrêmement stressé et tendu dans le ring, et gagner ses combats. C'est incroyable à regarder comme vidéo. On apprend énormément de choses. Donc, mais beaucoup de gens le disent, le distance, le spacing, l'art de s'entraîner, l'art de faire des moves et de répéter les moves à chaque fois, c'est très proche de la manière dont on approche les jeux de combat.
Évidemment, c'est pas la même chose. On n'est pas en train de dire que appuyer sur des boutons et faire des vrais coups et des vrais coups de pied et des vrais coups de poing, c'est la même chose. C'est juste dire qu'il y a une parallèle qui existe et qui est intéressant à voir en compte. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de cette semaine. Ça allait assez vite. 40 minutes, hein, tranquillement, hein, sans trop de problème. J'espère que ça vous a plu. Je vais publier ça vite fait sur YouTube et vous me dites sur les commentaires YouTube. Je lis tout, hein, de toute façon. Sur les commentaires de YouTube, sur les commentaires de Twitch, sur Twitter aussi. J'ai le même nom partout, c'est C4_Chaf. Donc voilà, précisez, voilà, parlez-en si vous voulez en parler directement de certains sujets dont j'ai employé. Évidemment, parlez-en directement à moi et on en discutera sans problème. Bon, je vais faire une petite pause et puis je vais mettre un peu de Hot Wheels. Hein. Allez, salut les gens!